Bonjour et bon dimanche à tous. Merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour votre amphithéâtre dominical. Parlons du grand dialogue national récemment tenu à Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre dernier. L'une des 8 commissions mises sur pied, en l'occurrence celle chargée de la décentralisation et du développement local, avait suggéré de doter les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun d'un statut spécial. Pour mutation cette semaine, en laissant le contenu de cette résolution à la discrétion du président de la République, son Excellence Paul Biya, la dite commission a produit la feuille blanche du grand dialogue national. Pour le président du social-démocratique Front, Nidjon Fundi, le modèle québécois est pourtant à explorer et à implémenter au Cameroun pour donner un sens à cette résolution, désormais au cœur de vives polémiques. Cette résolution peut-elle véritablement décrisper l'atmosphère dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? C'est le premier sujet en débat ce dimanche. En deuxième sujet, nous parlerons de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. 3 pandémies qui sévissent au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, y a pris part cette semaine à Lyon. Une présence cruciale pour le Cameroun, dont plus de 280 000 patients sont en danger. D'ailleurs, selon le quotidien de l'économie, cette semaine, le pays de Paul Biya a quelques difficultés à verser la totalité de la contrepartie, estimée à plusieurs milliards de francs CFA. Il s'agissait donc d'un séjour du chef de l'État et sa suite hautement important pour des personnes souffrant du paludisme, de la tuberculose et le sida dans notre pays. Et pourtant, des activistes de la brigade anti-Sardinard ont pris d'assaut l'hôtel où séjourne le président de la République, Paul Biya, entraînant des affrontements avec les forces françaises. Cette attitude est-elle répréhensible? Attitude de la basse. Cette manifestation ne jette-t-elle pas finalement un discrédit sur le combat de ce front anti-Biya formé sous le ciel européen? C'est le deuxième sujet qui est en débat ce dimanche. En troisième sujet, nous parlerons des émeutes de San-Mélima. Qualifiant les faits, le billet hebdomadaire La Météo titrait cette semaine en tirant la sonnette d'alarme sur ce que ce journal qualifie de scène de guerre observée dans cette ville située dans le département du Djaïlobo, c'est dans la région du sud Cameroun. Le vivre ensemble est-il menacé dans notre pays au regard des révélations certes balayées d'un revers de la main par l'autorité en chef du département du Djaïlobo? Cette semaine, la presse parlant justement de ces émeutes précisait qu'il s'agissait d'affrontements entre autochtones et halogènes qui faisaient suite à l'assassinat par agression d'un conducteur de motocycle à titre onéreux. C'est le troisième sujet qui est inscrit en débat ce dimanche. Vous le savez, notre code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Et pour animer ce dimanche, cet amphithéâtre dominical sur les antennes de la télévision du Monde, le panel est désormais au complet. On va débuter par l'unique avocat autour de ce plateau. Il s'agit de maître Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, ancien trésorier de l'ordre des avocats du Cameroun. Il est également conseiller municipal au sein de la commune de Ndom. Il est mandaté ce dimanche par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. Maître Joseph-Claude Biliga, bon dimanche. Bon dimanche. Je voudrais dire bon dimanche à tous mes co-panélistes, dont certains que je découvre pour la première fois aujourd'hui, avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter sur des plateaux de télévision, comme le maire de Yabassi, comme le maire de Ngoma Poubi. Également, je suis convaincu que nous allons, à travers nos interventions, aider nos compatriotes peut-être à appréhender les sujets à l'ordre du jour et surtout essayer de tout faire pour que
la paix revienne véritablement dans notre pays. Parce qu'il s'agit de ça en réalité. Maître Joseph-Claude Biliga, juste à proximité de vous, on a Amos. Il est le maire de la commune de Ngok-Mapoubi. C'est dans l'Union Ikele, région du centre. Il est également un cadre de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur le maire, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints sur LTM Télévision. Bonjour, chers panélistes. Je dis aussi bonjour à tous les militants de l'UPC qui nous suivent. En fait, le débat que vous avez engagé aujourd'hui est très important pour notre pays. Et je crois que nous allons rester dans la logique et la raison pour que ces débats servent les populations et non détruire notre pays. Merci, monsieur le maire, de nous avoir rejoints ce dimanche. Je m'en vais également présenter Aoudou Bassiro, qui est membre du bureau politique de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès. Il est également le président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Aoudou Bassiro, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bon dimanche, Yves. Juste à proximité du président Aoudou Bassiro, on a Gabriel Ngomsi, qui est expert en fiscalité local. Il est le secrétaire général du Social Democratic Front dans le département du Mungo 2, très précisément. Il est donc mandaté par son parti politique pour représenter le SDF ce dimanche. Gabriel, merci de nous avoir rejoints. Oui, bonjour Yves. Merci. J'espère que nous échangerons franc. Merci. On va peut-être ouvrir notre phase d'échange avec une actualité toute récente et cette fois-ci en rapport avec le secteur du transport routier au Cameroun. Aoudou Bassiro, c'est un secteur que vous maîtrisez suffisamment. C'est une question de mise en bouche avant d'entrer dans le vif du débat ce dimanche. Les transporteurs sont de nouveau en grève. Qu'est-ce qui peut justifier ce nouveau mouvement d'humeur, Aoudou Bassiro? Il fallait que les Camerounais s'attendent à ça. Parce que c'est un secteur qui est déjà incontrôlable. Depuis 1994, oui. Je crois qu'il y a une fois, je vous ai mis tous les documents ici, il y a l'argent qui circule. Vous savez, au Cameroun, c'est tout ce qui compte, c'est l'argent. Oui. Il y a un certain monsieur Simon Pierre, avec Omoro, qui joue avec les nerfs camerounais. Parce que notre ministre qui vient de partir, monsieur, comment on l'appelle, qui est aujourd'hui interpellé, effectivement, Edgar Alain Mebengo a voulu régler ça une fois pour tout. Mais il n'a pas eu de chance de rester avec nous. Alors, président, le problème, c'est quoi? Le problème de fond? C'est l'argent. Il y a les gens qui baissent par jour, je vous dis par jour, et j'ai les preuves à l'appui. Par jour, qui est plus de 15 à 25 millions par jour de cotisations des transporteurs qu'on n'investit jamais à l'État. Monsieur le secrétaire peut témoigner. Allez fouiller, vous allez voir. Entre 15 à 25 millions par jour. Et j'ai les preuves à l'appui qu'on ne verse pas à l'État. Et quand les gens donnent l'argent comme ça, à la fin de l'année, il faut qu'on les arrête en route, on paye les impôts, paye ceci, et ça les fait mal. Oui. Et je crois, monsieur, vous êtes au courant. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis de 15 ans qu'on tourne sur place. Et tout le monde qui vient là-bas, on donne l'argent, il fait sa bouche. Donc il faut absolument viabiliser le secteur du transport. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je voudrais qu'on entre dans le vif du débat à Aoudou Bassiro, après avoir évoqué ce sujet d'actualité en rapport avec les transporteurs routiers du Cameroun qui observeront donc un nouveau mouvement d'humeur. Je voudrais qu'on entre dans le vif du débat avec l'une des personnes privilégiées du Grand Dialogue National à Yaoundé. Il s'agit du président Jacques Maboula Bouéa de l'Alliance républicaine. Vous avez pris part à ces travaux de Yaoundé. La problématique du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun a été suffisamment évoquée encore cette semaine. Une certaine presse parlait d'ailleurs d'une polémique au sujet du contenu à donner à ce statut spécial. Mutation a titré cette semaine en indiquant à ce sujet que cette commission de la décentralisation et du développement local a remis une feuille blanche au Premier ministre. Est-ce que le contenu avait été décidé en commission? Écoutez, le contenu, il est presque le même pour tout le monde. Le statut spécial relève juste d'un ajustement qu'il faudra faire pour les régions anglophones qui sont sinistrées et qui ont connu des destructions massives. La République, c'est l'égalité de chance. Ceci dit, les régions anglophones n'ont pas l'exclusivité de la souffrance. Toutes les régions du Cameroun en souffrent. Et chaque jour qui passe pour nous est un jour de trop. Parce que chaque jour nous rapproche du point d'impact d'implosion sociale, pour ne pas dire économique, d'où l'urgence de ce grand dialogue pour lequel
nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je crois que les régions anglophones pourront tirer avantages fiscaux, avantages économiques qui leur permettraient par exemple d'avoir une détaxe sur des matériaux de construction, des recouvrements spéciaux et puis des dotations particulières pour rattraper leur retard sur l'économie nationale et sur la nation. Donc je crois que le Premier ministre étant de cette région, il connaît les secteurs spécifiques sur lesquels il faudra mettre un accent, pour la simple raison qu'il y aura ce qu'on appelle des équipes de projets qui vont descendre secteur par secteur pour recenser, identifier les zones sur lesquelles il faudra de toute urgence intervenir. Je pense par exemple à l'hôpital de Kumba qui a fait l'objet d'un marché de 600 millions de francs CFA. Je pense à certaines infrastructures qu'il faille reconstruire dans l'urgence et je pense également aux normes sécuritaires qu'il faudra rétablir dans cette région qui est infestée de nombreuses pénétrations militaires et qui fragilise la sécurité dans cette région. Donc je crois que le grand dialogue a eu son effet. Mais ceci dit, la zone anglophone, on a vu encore hier dans la zone du Sud, que c'est pas la zone anglophone n'a pas le monopole de la souffrance. Donc il faudrait immédiatement décentraliser, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Si on ne décentralise pas immédiatement, je vous assure, à l'exemple de plusieurs localités, telles que Mamba, qui connaît un isolement total, alors qu'il y a un marché qui a été attribué à la Sotrac, qui n'est pas engagé pour un tronçon routier qui tarde depuis plus de 37 ans à être remis en place avec des populations qui vivent hors de leur territoire. Je crois que ces populations aussi ont droit à un statut spécial. Gabriel Ngomsi, le SDF a effectué une sortie très récemment par le truchement de la voie la plus autorisée, le chairman John Frondi, qui a apporté du contenu ou du sens à donner à ce statut des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et pour le chairman John Frondi, le Cameroun peut s'inspirer du cas du Québec. C'est-à-dire bon, il faut déjà préciser que en entrant au dialogue, la position du SDF était une position fédéraliste pour les régions du nord aussi du sud-ouest. C'est-à-dire que, bon, maintenant, à l'issue des débats de travaux en commission, je crois qu'on a pu obtenir ce qu'on appelle une décentralisation avec large autonomie à ces deux régions. Bon, maintenant, lorsque le chairman veut calquer, veut que ce soit le modèle québécois ou canadien qui soit calqué ici, c'est-à-dire que le Québec en réalité est en principe comme une nation dans une autre nation. Ça veut dire que ça montre le degré d'autonomie que le chairman demande. Alors, pour être plus concret sur ma question, mon cher Gabriel Wansi, le SDF souhaite que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest aient un Premier ministre, une Assemblée nationale et un gouvernement, puisque c'est le modèle québécois, c'est cela. Oui, à peu près, justement, et une assemblée de chefs traditionnels, oui, pour compléter, oui. À peu près, oui. Maître Joseph-Claude Biliga, sur cette question, vous avez le sentiment qu'au sein du SDF, on joue un double jeu avec une telle proposition? Oui, en fait, moi je dis, tout à l'heure, le représentant du SDF vous a dit qu'au niveau du SDF, l'idée principale, c'était la fédération. Et trouve aujourd'hui une porte de sortie, donc vous n'ayant pas obtenu la fédération, pour pouvoir sauter sur le fait qu'on veut donner un régime spécial, on veut accorder un régime spécial aux régions du nord et du sud-ouest pour en fait remettre la fédération. C'est-à-dire on change de nom, mais on met le contenu qui était prévu dans la fédération. Moi je dis, nous avons notre constitution de 1996. Cette constitution parle d'un État unitaire décentralisé. Et je l'ai toujours eu à le soutenir. La décentralisation, dans le cadre de la décentralisation, on peut trouver tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on aurait pu trouver dans la fédération, pour peu que cette centralisation aille plus loin. Dans le cas des régions spéciales, oui, ils ont cité le cas du Canada, mais il n'y a pas que le Canada. Pourquoi aller loin alors qu'en Afrique, on a des cas? Nous avons la Tanzanie, United Republic of Tanzania. Mais le Zanzibar a un régime spécial.
avec un Premier ministre, avec une structure au gouvernement, etc. Pourquoi aller plus loin? La RD Congo, c'était un pays centralisé, mais avec des régions où les provinces, avec comme gouverneurs, les gouverneurs qui sont élus comme aux États-Unis, les gouverneurs qui ont je veux dire, il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale élue, il y a les députés des provinciaux, les députés, les sénateurs provinciaux, les ministres, etc. C'est une forme un peu très poussée de la décentralisation. Je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui à ce niveau-là, compte tenu de nos moyens financiers. Je ne crois pas que le Cameroun soit aujourd'hui amené à avoir plusieurs gouvernements qui sont des gouvernements budgétivores. N'oubliez pas une chose, certains semblent l'oublier, c'est qu'on a quand même expérimenté la fédération. On a vu ses limites en termes de dépenses, en termes de lourdeur. Et je me rappelle que lorsqu'on lit le texte, ou lorsqu'on suit la déclaration du sénateur, le doyen du sud-ouest, Chief Mukwete, Chief Mukwete, on comprend bien. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas la panacée forcément le fait qu'il y ait un gouvernement avec des ministres, etc. Ça ne règle pas forcément le problème. Le véritable problème, et je suis content d'en parler devant deux éminents maires, c'est qu'en fait, il faut qu'on donne les moyens aux régions et aux communes pour pouvoir implémenter le développement local, pour que à partir des régions, à partir des communes, on puisse régler les problèmes qui sont parfois des problèmes basiques, comme par exemple réparer une route. Lorsqu'il faut par exemple profiler une route, on n'a pas forcément besoin d'aller à Yaoundé pour obtenir cela. Donc je crois que, pour me résumer, on n'a pas forcément besoin d'avoir un Premier ministre, etc. Le régime spécial, on peut le trouver. Il y a des exemples. J'ai cité la Tanzanie, mais je pourrais citer également les Seychelles, je pourrais seulement citer l'île Maurice, je pourrais citer beaucoup d'autres régions. Mais pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas trouver son modèle à lui? Très bien. Monsieur le maire Amos, sur cette même question, monsieur le maire Amos, parlons justement de ce statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Avez-vous le sentiment que cela peut être vraiment une solution à la crise dans ces régions? Et est-ce qu'il faut avoir peur d'une telle proposition? En fait, lorsque le chef de l'État convoque le grand dialogue, que j'ai participé du début à la fin, et j'ai été à la commission numéro 3 du système judiciaire, c'est dans le but de résoudre un problème, particulièrement un problème. Est-ce qu'on n'a pas créé un autre problème avec cette résolution? Attendez, je vais vous dire. Donc, il fallait que la paix revienne au Cameroun. Puisqu'il y a eu des revendications. Et lors des assises, il y a eu des propositions. Il y a ceux-là qui ont proposé le fédéralisme. Il y a même ceux qui combattent sur le terrain, parce que eux, ils veulent la sécession. Maintenant, il fallait trouver un terrain d'entente. Et dans un terrain, on doit se comprendre et trouver des solutions spéciales. Bon, maintenant, vous allez voir que la décentralisation qui traîne depuis plus de 20 ans aujourd'hui n'a pas pu aboutir jusqu'à l'heure actuelle. Parce que nous pensons que si la décentralisation aboutissait, peut-être, on suppose, des problèmes ne seraient pas arrivés. Donc, la décision c'est là où on tombe au niveau de la décentralisation parce que c'est la solution qui peut arranger tout le monde. Nous avons fait beaucoup de débats sur le fédéralisme, comme a proposé, comme on dit, certains, le SDF a proposé le fédéralisme, d'autres l'ont proposé. Bon, mais nous avons une constitution qu'il faut sauvegarder. Moi, je suis de l'UPC. Nous avons notre idéologie, parce que l'UPC, depuis les années 48, n'a combattu que pour l'indépendance et l'unification. Ouais. Donc nous sommes pour l'unification. Alors je pense qu'il fallait résoudre le problème du Nord-Ouest et que la décentralisation, avec ces avantages qu'on peut les donner, je pense que ces avantages vont aussi profiter à toutes les communes, mais ils auront plus d'avantages. Ça va apporter une solution à leurs problèmes.
Puisque qu'est-ce que les gens revendiquent? Les gens revendiquent les intérêts, les gens revendiquent une partie du pouvoir. Dans la décentralisation, il y a le pouvoir. Dans la décentralisation, il y a les intérêts. Aoudou Bassiro, rappelons aux téléspectateurs ce dimanche que cette émission admet l'interactivité. On peut donc recueillir vos réactions uniquement par SMS et par WhatsApp ce dimanche au 695 38 79 46, 695 38 79 46 et au 651 94 11 31, 651 94 11 31. Aoudou Bassiro, cette affaire de statut spécial a amené les originaires de la région du Septentrion en général à revendiquer également une sorte d'autonomie. Alors, est-ce qu'on peut simplement comprendre que pour régler un problème comme la crise, la solution c'est de donner un peu plus d'autonomie aux communes des villes des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, en laissant les autres régions qui revendiquent également la possibilité de pouvoir mieux gérer leur municipalité. Est-ce que cette solution proposée à Yaoundé vous a convaincu aussi au sein de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès? Oui, je crois que ça nous a convaincus, mais il faut attendre voir si on va vraiment l'appliquer. Parce que RDPC parle beaucoup, mais il agit peu. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose si on le fait. Bon, c'est comme il a dit mon ami, depuis 1996, on traîne sur place. S'il y avait ça, peut-être, les anglophones n'allaient pas arriver là. Parce qu'il faut voir, effectivement, ils ont raison. On les a beaucoup, mais comment on l'appelle? Marginalisés. Ça, ils ont raison. On va se plaindre. Bon, si on avait fait ça depuis 1996, peut-être il n'allait pas aller contre nous, les francophones. Le Cameroun est uni, indivisible. Ça, tout le monde connaît. C'est pas facile de ce pays. Il y a beaucoup de morts. Et maintenant, mais il y en a assez. Il ne faut pas encore en créer encore. Donc, si ce que RDPC font, si vraiment ils mettent ça en pratique, pour moi, je crois qu'on va essayer. Ça va aller. Président Jacques Maboula Boya, j'aimerais qu'on reste sur ce statut spécial évoqué par cette commission de la décentralisation et du développement local. Tout à l'heure, Gabriel Wansi semblait indiquer que le modèle québécois semble être le modèle qui pourrait mieux aller à ces régions-là. Alors, question fondamentale, on observe quand même qu'au Québec, aujourd'hui, il y a deux courants qui s'affrontent. Il y a les souverainistes et puis il y a les fédéralistes, ceux qui souhaitent visiblement que le Québec devienne un État indépendant et ceux qui souhaitent que le Québec reste un État dans un État au Canada. Est-ce que cette proposition du SDF ne cache pas en fond ou en toile de fond leur ambition de mettre sur pied un fédéralisme au Cameroun? Écoutez Yves, ce que je voudrais dire, le grand dialogue national, ce n'était pas un raccourci électoral. Le président de la République, Paul Biya, est élu sur un projet politique. Et le grand dialogue national avait pour but de recentrer le débat sur le bien-être des citoyens, et en particulier ceux de la zone anglophone. Et c'est dans ce sens qu'on a réuni un nombre d'intelligences pour poser sur la table des problèmes. Il faut préciser également que le fédéralisme n'apporte pas de l'eau, n'apporte pas l'énergie, n'apporte pas des routes confortables, n'apporte pas l'éducation et la santé pour tout le monde. C'est la justice sociale et la vision gouvernementale qui apportent toutes ces choses-là, quelle que soit la forme de l'État. Je suis d'accord avec vous que la décentralisation n'est pas encore effective, parce qu'elle est à moins de 3% à l'instant. Et j'expliquais en plénière, puisque j'étais dans la commission décentralisation, à la vitesse de la décentralisation qui est celle du RDPC actuellement, de 100 millions. Si on estime le seuil critique minimal de décentralisation des communes du Cameroun à 50 milliards, à 100 millions de francs, il nous faut 500 années pour y parvenir. J'ai proposé qu'on donne un minimum de 2 milliards à chaque commune, ça nous permet de rattraper et d'être à 25 années. 25 années pour pouvoir normaliser nos communes. Donc, je pense que ici, ce n'est pas la forme de l'État qui pose problème. C'est la vitesse de distribution du bien-être national qui fait problème. On est dans une politique de saupoudrage du goutte à goutte. Ça, nous sommes unanimes là-dessus, que l'on soit du parti au pouvoir, que l'on soit du parti de l'opposition. Aujourd'hui, il y a une urgence nationale. C'est d'accélérer le taux de l'investissement public pour créer de l'emploi et accélérer la croissance. Quand vous voyez des jeunes qui n'ont pas de travail, c'est parce que l'argent se trouve dans des comptes particuliers, pas dans la République.
Et il faut mettre cet argent au travail dans la construction nationale, les ouvrages d'art, le bâtiment, les infrastructures sportives, l'école, la santé, et l'agriculture, la mécanisation, tout ça. Tous ces impacts-là sont liés à l'absence de l'argent public au service des populations. Et le grand dialogue national n'était pas là pour questionner la forme de l'État. Il faut que ce soit clair, que les partis politiques ne cherchent pas à se rattraper au grand dialogue national, là où ils ont échoué sur le plan de l'électorat. Donc je dis une chose, on soit québécois, qu'on soit rwandais, le bien-être, c'est la justice, c'est la vision d'un homme. Et quand vous avez un problème et que vous comptez sur ceux qui ont créé ce problème pour le résoudre, vous avez deux problèmes. Aujourd'hui, il y a un problème de renouvellement des effectifs au Cameroun. Des hommes qui n'ont pas atteint leurs objectifs et qui veulent s'accrocher au pouvoir manu militari pour continuer de fossoyer l'image qu'on se fait de ce pays, ce charmant et beau pays qu'on appelle le Cameroun. Gabriel. Il reste uni et indivisible. Nous y croyons. Je voudrais citer l'amido de Ray Bouba, qui est un intellectuel de haut vol et que j'ai découvert en salle, qui a présenté un projet de décentralisation qui va jusqu'au village, qui permet à chaque chef de village d'entrer en possession et de la maîtrise de ses terres et de son développement local. Et je dis sincèrement, le fédéralisme n'est pas la solution. La décentralisation, c'est la meilleure solution. On peut intégrer jusqu'au village. Le village peut juste remonter l'information au niveau de la commune qui planifie dans le cadre de son plan communal et alloue à ce village les moyens de son confort résidentiel et d'existence. Ça va vider effectivement toutes ces villes où on voit des jeunes qui squattent les rues et qui dorment, qui clochardisent partout. Donc je dis sincèrement, place à l'action. Laissons le discours de côté. On n'est plus là pour écouter les chapelles. On est là maintenant pour voir les actions. C'est pour ça que je saluerai par exemple le réaménagement de l'administration du territoire avec des sous-préfets, des préfets, etc. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Renouveler les effectifs, c'est un pan de la réforme. Il faut des hommes nouveaux pour des solutions nouvelles. Gabriel. Parce que les défis nouveaux qui nous interpellent supposent intelligence et célérité. Gabriel, C'était un raccourci électoral, cette proposition du SDF, faite lors des assises de Yaoundé. Il faut préciser certaines choses. Le président de la République, en convoquant le grand dialogue, a été face à une impasse. C'est-à-dire, il appelle toutes les forces vives des nations, venez, asseyons-nous, voyons ce qu'il y a eu de faire pour que le Cameroun puisse retrouver une paix durable. C'est ça en réalité le premier principe. C'est-à-dire que et c'est lié au bien-être général des populations. Quand je parle du bien-être général des populations, il faut clairement le dire ici. C'est pour ça qu'on ne saurait faire l'économie dans une telle assise de la vision qu'on a. C'est-à-dire, si je pense nécessairement que le bien-être ne pourrait être efficace, ne pourrait prendre cours qu'en réalité avec l'application ou la mise sur pied d'un État fédéral. Dans une telle plateforme, je vais exposer mon projet. Ça, c'est logique. Parler de raccourci électoral, c'est un peu bon. Ce n'est même pas comprendre les enjeux du dialogue. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on parle de la décentralisation, justement, c'est bien que le maire lui soit là. En termes de prélèvement obligataire, oui, l'État conserve en lui 85,5%, oui, contre 6,5% pour les communautés urbaines et 2,6% pour les 360 communes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que l'État prélève 1 million de francs de taxes et impôts, cet État conserve dans les 1 855 000. Elle envoie aux côtés des communautés urbaines, délégués du gouvernement, donc qui est toujours en réalité le gouvernement, 65 000 francs. Et renvoie aux 360 communes restantes, 26 000 francs. Les communes qui sont chargées du développement local. Voilà le problème. Comment est-ce qu'on peut, avec un tel système, arriver au bien-être des populations? Voilà pourquoi nous avons insisté et nous pensons clairement que la fédération, le fédéralisme est une solution. Je vais encore prendre une autre situation pour parler entre 2010 et 2015, à l'époque de René Emmanuel Sadi comme Minat. En termes de dotation générale de la décentralisation, en termes d'impôts soumis à la péréquation, l'État
a transféré près de 588 milliards. Ces 588 milliards transférés aux communes représentent exactement 3% du budget de l'État. 3% du budget de l'État sur 5 ans. Ça veut dire que c'est tellement insuffisant pour implémenter un bien-être. Vraiment, je vais répondre à M. Maboulo qui a pensé que c'est un raccourci électoral. Il faut dire qu'à l'état où les choses se passent, le gouvernement camerounais, je l'ai toujours dit, nous au SDF, on pense que mieux vaut 1 que 0. Très bien. Non, je vous en prie. Voilà pourquoi. Il faut mieux vaut 1 que 0. Voilà pourquoi nous avons développé l'idée de large autonomie aux régions du nord-ouest au sud-ouest. Nous avons développé et nous pensons maintenant que, puisque évidemment c'est une question de vision d'homme. Donc reste maintenant à chaque parti politique de conquérir, reste maintenant à chaque parti politique de travailler pour conquérir le pouvoir et implémenter sa vision. Et dans ce cadre-là, tout ce que je peux demander et souhaiter, c'est que les partis de position dans cette mouvance-là doivent pouvoir s'unir dans des cadres d'intérêt commun. Et le plus grand chantier aujourd'hui, c'est le code électoral qu'il faut se mettre dedans pour travailler. M. Joseph-Claude Biliga, la presse évoquant ce sujet de statut spécial a conféré aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, notamment le tri-hebdomadaire régional du Grand Nord, l'œil du Sahel, précisait que les régions de cette partie du terroir, le septentrion, veulent également leur statut spécial. Est-ce que la résolution émanant de ce grand dialogue national, celle justement parlant de ce statut spécial, n'a pas mis le président de la République dans les problèmes? Non, moi je dis, j'ai déjà répondu à cette question-là. Il ne faut pas comparer les régions du nord ou du sud-ouest aux autres régions du Cameroun. Et les autres régions ont des problèmes. Le taux d'analphabétisation atteint des records dans le septentrion. M. Joseph-Claude Biliga, quelle solution? Toutes les régions ont des problèmes. Et c'est pour cette raison qu'on a dit qu'on doit pouvoir aller à la décentralisation. Aller à la décentralisation n'exclut pas que dans la décentralisation, qu'il y ait certaines parties, parce qu'ils ont un régime spécial, parce qu'ils ont une histoire spéciale. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on me disait qu'il y avait le Cameroun occidental, le Cameroun oriental. Dans le Cameroun oriental, le septentrion en faisait partie, c'est-à-dire le nord. Ça n'a jamais changé. Le Cameroun occidental, à un moment donné, s'est retrouvé avec, je ne vais pas dire dissous, appelons ça ici, dans un état unitaire où on parle tout simplement de la République du Cameroun. Aujourd'hui, ils estiment que leur histoire, qu'il ne faut pas nier, qui est quand même une histoire, une trajectoire qui est différente de celle de nos autres francophones, que leur trajectoire les amène à pouvoir avoir un système, par exemple, judiciaire différent. D'ailleurs, lors des bandes dialogue, ils ont continué à le conserver. Ils ont demandé à conserver ce système judiciaire, ce qui pour moi est une reculade. On aurait pu, comme on a commencé à évoluer vers une harmonisation du système judiciaire, on aurait pu continuer. De la même manière, ils ont demandé à conserver leur sous-système anglo-saxon, c'est-à-dire anglophone, alors que là également, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour pouvoir harmoniser, pour qu'on arrive à un moment donné à un Camerounais qui soit ni anglophone ni francophone. Donc je dis, c'est donc un statut spécial. Mais moi, ce statut spécial, contrairement à ce que j'ai pu entendre, ne porte pas forcément sur les finances, sur le développement. Parce que le développement, tous nous avons besoin de développement. Si c'est pour la gestion des ressources, je tiens à indiquer que tout à l'heure on a parlé de 2%, 3%. C'est l'argent qui est alloué aux mairies pour gérer. Mais ce n'est pas l'argent qui va, c'est pas seulement ce pourcentage qui est affecté pour le développement des régions ou bien de la population. Puisque en réalité, l'État central investit dans la santé, dans l'éducation, etc. Donc en réalité, ce que les maires réclament, c'est une somme qu'on leur, une dotation qui doit être la leur, qui doit être gérée par les maires. Mais n'empêche que l'État gère quand même au profit des populations. Des routes qu'on fait, les hôpitaux qu'on construit, etc. Cet argent sert aux populations. Ce que les régions, ce que la décentralisation va permettre, c'est que cette gestion soit plus rapprochée.
c'est-à-dire à travers les maires ou autres. Et tout à l'heure, le maire Maboula l'a dit. Dans les communes, moi je suis conseiller d'une commune de village d'ailleurs, et nous, conseillers municipaux, nous avons, dans nos villages, on a eu au niveau des communes à faire ce qu'on appelle des séminaires ou des réunions avec le PNDP, où nous demandons aux villageois de nous dire quels sont leurs besoins en termes de forage d'eau, en termes de nécessité, en termes d'éducation, les priorités. Au niveau, et sur la base de ce qu'on aura recueilli dans les communes, on fait un plan de développement communal qu'on essaie d'exécuter en tenant compte des moyens dont on dispose. Voilà une sorte de participation des populations dans la gestion de leur commune. Et je terminerai en disant ceci. Les modèles de fédération ou de décentralisation, il y en a plein. Le plus accompli aujourd'hui, c'est en Suisse. Le plus accompli, c'est la Suisse. Je voudrais préciser avec les cantons, où la population participe activement, même à la prise de la plus petite décision, au niveau de plus bas. Mais je dis donc que chaque pays doit pouvoir s'adapter à ses réalités. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, le modèle qui sortirait sans doute des grands dialogues ne sera ni le modèle québécois, ni le modèle seychellois, ni le modèle français, parce qu'également la descendance au niveau de la France, où les Corses ont une certaine liberté, une certaine autonomie, où la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie a une certaine autonomie, où il y a dans plusieurs cas, on voit des régions ou des provinces à régime spéciaux dans des États à régime centralisé, à des régimes unitaires. Donc je dis que le Cameroun doit pouvoir faire un effort pour trouver sa propre voie dans le cadre de cette décentralisation. Monsieur le maire, c'est avec vous qu'on va sortir de cette première thématique ce dimanche. Question simple et élémentaire. On a pris 5 jours pour organiser le grand dialogue national. Au terme de ces assises, on entend parler d'un statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont le contenu est laissé à la discrétion du président de la République, Paul Biya. Ça vous paraît cohérent? Je crois que c'est cohérent, mais je voudrais d'abord dire que je bénéficie, ou bien j'ai le privilège d'être membre du bureau des CVUC, secrétaire général des CVUC, c'est-à-dire l'Association des maires du Cameroun. Et nous avons fait plusieurs sorties dans le cadre des regroupements des maires d'Afrique. Ouais. Ce que nous avons comme constat, c'est que le Cameroun est trop en arrière. Comme les panélistes l'ont dit, nous sommes trop en arrière et nous pensons que la décentralisation n'a même pas encore démarré. C'est ça le vrai problème. Vous savez, avec ce que nous avons, les maires, c'est insuffisant. Il y a dans certains pays d'Afrique où on a 10 à 30% du budget de l'État. Les communes ont 10 à 30%. Imaginez cela. Nous avons fait des plaidoyers, parce que moi je suis membre du bureau, que nous avons donné au Premier ministre, au ministre de la décentralisation, avant même au MINAT. Ouais. Et nous avons constaté qu'il y avait toujours ce blocage de la décentralisation qui freine et que, comme a dit mon maître, tout le monde souffre, toutes les populations ont des difficultés, toutes les régions ont des problèmes. Mais je suis convaincu que n'eût été la guerre qui sévit au nord-ouest, il n'y aurait pas convocation du dialogue national. Et lorsqu'on convoque un dialogue, il y a des sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas des hommes, mais des sacrifices, c'est des concessions qu'on peut faire. C'est dans les négociations qu'on peut donner. Maintenant, moi je suis très d'accord que si on estime, nous estimons que le régime spécial peut apporter des changements au nord-ouest, et qu'on adopte ce régime, d'autant plus que le débat était, je vous ai dit, le débat a été sur plusieurs points. Il y a même ceux qui veulent les sécessions, il y a ceux qui veulent le fédéralisme, mais nous, il faut qu'on les donne, il faut qu'on apporte cette décentralisation et qu'ils aient des avantages. Je suis convaincu que tout le monde va en tirer profit si la décentralisation
à être abouti. D'accord. Le problème maintenant, c'est qu'il faut accélérer. Parce que le chef de l'État, depuis plusieurs années, moi j'ai ces discours, il y a un livre là. Dans chaque discours, il dit il faut accélérer la décentralisation. Chaque discours, il dit il faut accélérer la décentralisation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et jusque-là, la décentralisation, non seulement n'a pas été accélérée, mais ce n'est même pas finalisé. Nous sommes encore en route. C'est comme si on ne savait pas où on part. Et les gens ne comprennent pas. Les gens qui restent dans les bureaux, j'ai l'impression qu'ils font un blocage au chef de l'État pour qu'il n'y ait pas le développement. Très bien. Je vais évacuer quelques réactions de téléspectateurs pour que nous prenions la deuxième dorsale de cette émission politiquement incorrecte. Bonjour, bon débat. Dit au maire qu'il apprécie à tort le lamido de Ndian. Alors, la suite de Reibouba, la suite de votre message est difficile à déchiffrer. Bonjour LTM, j'aime votre émission, je la trouve intéressante. Veuillez signer vos messages pour qu'on les rende publics. Bon courage à vous. Ma question est de savoir si la libération de Kamto ne pourrait pas créer d'impact négatif concernant la décentralisation. C'est à tout femme Pierre Akribi qui nous a écrit ce message. Maître, l'avocat ne répond pas aux questions. Je ne comprends pas la chute de votre message. Bonjour les panélistes. Le RDPC est un parti très fort pour manipuler le peuple camerounais. Tout l'argent que Yaoundé a encaissé depuis des décennies ou par cet argent, aujourd'hui, il lutte pour la décentralisation. Nous voulons le fédéralisme. Si vous ne signez pas vos messages, j'aurai du mal à les rendre publics. La fédération n'est que dans ses débuts, 8 ans alors que la décentralisation a échoué pendant 23 ans. C'est Trésor qui nous a écrit ce message. Je vais en prendre quelques-uns cette fois-ci par WhatsApp. Bonjour le panel, je suis terriblement déçu des paroles de certains politiciens. M. Maboula qui veut qu'on arrange un problème par la chose qui a causé ce problème. Et la zone anglophone était un État avec son président, son premier ministre, avec un développement à 99% avancé. Une fois rattaché au Cameroun, il a perdu son port à Cam et plusieurs sociétés grâce à cette mauvaise cohabitation avec le système francophone. Alors, j'ai du mal à aller jusqu'au bout, hein, mon cher, pour la suite de vos propos. Bonjour LTM, bonjour les panélistes. Le projet d'élection du président Paul Biya adossé sur la décentralisation est un échec. 26 ans pour implémenter la décentralisation et un dialogue organisé et balisé par la décentralisation qui accouche encore d'une autre décentralisation qui serait une fois de plus implémentée par les mêmes personnes incompétentes. Personnellement, je n'y crois pas. Merci de continuer à réagir au débat dans le cadre de cette livraison de politiquement incorrect. On va prendre rapidement la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour et nous évoquons cette fois-ci les assises de Lyon. Le chef de l'État a personnellement pris part cette semaine à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, faisant d'ailleurs l'annonce de la contribution du Cameroun de l'ordre de 3 milliards de francs CFA. Seulement, le séjour du chef de l'État a quelque peu été secoué par des activistes de la brigade anti-Sardinard qui ont décidé de manifester devant l'hôtel de la suite du chef de l'État. Ils ont été pour la plupart rappelés à l'ordre par les forces de l'ordre françaises. Aoudou Bachirou, sur cette manifestation des éléments de la brigade anti-Sardinard, est-ce que ce sont des comportements à encourager? Ce n'est pas digne pour le Camerounais. Ça, vraiment, c'est honteux. Un chef d'État Cameroun. Quand il est là-bas, il n'est pas Paul Biya, il est Cameroun. Et c'est l'image va rester toute notre vie. Oui. Salir à l'extérieur, on va dire le Camerounais. Oui. Je suis Camerounais. Bon, moi je ne suis pas de là, je ne suis pas Sardinard. Bien sûr. Moi, je suis pas Djapou pas. Même pas un peu. Donc pour vous, c'est une image. Non, c'est une image. Mauvaise image pour le Cameroun. Qui n'a qu'à venir ici, aller à Yaoundé, manifester, saluer, faire ce qu'ils veulent. Quand ils vont aller se reposer ça, ça donne quelle image? Vous, mais qui sont Camerounais, ça vous donne quelle image?
Jacques Maboula Bouya, sur cette question, il y a quand même un chiffre qui a été évoqué cette semaine. Parlons de l'urgence de ces assises-là. Le fonds a besoin d'argent pour poursuivre la recherche contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Au Cameroun, quand on voit le nombre de personnes atteintes du virus du sida, un chiffre a été évoqué. Pour 2016, on parlait de 560 000 personnes vivant avec le virus du sida. On sait que le coût du traitement, à une certaine époque, était estimé à 1 million. C'est descendu à 300 000 francs. Aujourd'hui, on parle de gratuité de soins pour les patients vivant avec le sida. Je ne prends que cet exemple pour ne pas parler du cas du paludisme qui est la première cause de mortalité dans notre pays. Le chef de l'État s'y est rendu pour assurer ce partenaire du Cameroun dans le cadre de cette lutte contre les 3 pandémies. Vous arrivez à comprendre le comportement des éléments de la base? Écoutez, je partirai d'une réflexion de la diplomatie américaine. Ils ont beau être démocrates, ils ont beau être républicains, mais ils disent, once the plane has taken off, there is no more political party, there is America. C'est-à-dire, une fois que l'avion a décollé, dans ce vol, il n'y a plus de parti politique, il n'y a que l'Amérique qui compte. Et je crois que quand le Cameroun est sur la place mondiale, il n'y a pas de parti politique. Et c'est un tort. C'est un peu comme si les Lions indomptables sont en pleine compétition mondiale. Et il y en a des Camerounais dans les gradins qui, au lieu d'applaudir, encourager, jettent des projectiles sur nos indomptables. Donc je dis, je condamne avec force toute attitude visant à discréditer le Cameroun. Nous avons des problèmes internes. Je ne suis pas content, je suis de Yabassi. On connaît la réalité des Yabassiens. Mais je dis, quand le président de la République va défendre des dossiers internationaux, on doit souhaiter que ces dossiers se fassent bien et qu'une fois rentré au pays, que nous lui disions, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de la route, il n'y a pas de route, il n'y a pas, etc., etc. Pour moi, c'est une démarche lâche et qu'il faut toujours condamner avec toute sa dernière énergie. C'est pour ça que je dis, ces hommes feraient mieux de revenir sur l'arène politique en militant, en s'engageant, en mobilisant dans leur village, en posant des actes républicains. Et puis, l'unique journée qui est donnée à toute nation pour rétablir l'ordre, c'est le jour du vote. Exprimer son vote, son contentement ou son mécontentement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va être un handicap à la bonne marche des négociations qui sont en cours. Derrière ce sommet se cachent d'autres choses qui peuvent être bénéfiques pour de nombreuses localités. Je pense que le président de la République est un chasseur de fonds publics internationaux également. Donc, quand il va rencontrer ces chefs d'État-là, il a d'autres dossiers. Et puis la diplomatie, ce n'est pas seulement pour plaire aux Camerounais. On peut ne pas être d'accord avec la gouvernance, mais on doit souhaiter qu'ils obtiennent des accords qui vont bénéficier aux Camerounais. Ça, c'est mon point de vue. Et je dis, ceux qui se cachent derrière la base ne rendent pas service à ces femmes-là qui meurent de faim, à ces enfants qui n'arrivent pas à se soigner, à ces séropositifs qui ont du mal à trouver du médicament. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de cela. Il s'agit de personnes qui ont la tuberculose, des personnes qui ont le VIH, des personnes qui ont le paludisme, qui n'arrivent pas à rentrer dans des besoins. Et en plus, ils n'arrivent pas à pouvoir trouver un emploi pour se prendre en charge. Comme si Gabriel, j'évoquais le chiffre de 280 000 patients qui souffrent de ces maladies-là, la tuberculose et le sida de manière globale, chiffre évoqué par le docteur Thierry Okoti cette semaine. Vous, au sein du SDF, vous arrivez à comprendre les revendications de la brigade anti-Sardina? Leur combat peut encore avoir un sens? Il faut dire, le peuple camerounais est asphyxié. Le peuple camerounais est essoufflé. Le peuple camerounais est asservi par tant d'années de, je vais même dire, de dictature. Donc ce sont les frustrations dues à la dictature qui amènent des Camerounais à ternir l'image du pays à l'étranger. Il n'y a pas d'espace de communication. Ces Camerounais se trouvent dans des pays où ils ont des espaces libres de communication. Ils ne peuvent pas le faire ici au Cameroun. Vous êtes tantôt au Cameroun, allez, vous êtes directement, on vous casse les côtes. Vous savez comment le système fonctionne ici. Bon, seulement, parlant de la base en général, c'est-à-dire qu'ils ont mené des actions qui ne sont pas encouragées, mais je ne peux pas dire que protester aux yeux du monde entier pour interpeller l'opinion internationale, pour les dire qu'en réalité au Cameroun, nous avons un dictateur, pour les dire qu'au Cameroun,
devant un monsieur qui ne soucie pas la population n'est pas foncièrement négative. Parce que je vais dire, ce que je retiens même, André, ce qui me retient dans cette rencontre-là est pour moi quelque chose de très... J'ai suivi le président de la République dire lors de cette rencontre qu'il a fait un compte rendu du grand dialogue national à Emmanuel Macron. Pour moi, c'est décevant comme président d'un pays indépendant, pas de faire un compte rendu. Ça montre suffisamment le degré de vassalisation qu'il y a entre nos dirigeants. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le président Biya est suffisamment dépassé et il doit laisser le fauteuil à la nouvelle génération. Ça y est, Maître Joseph-Claude Biliga, sur ces éléments de la brigade anti-Sardina qui ont été interpellés par les forces de maintien de l'ordre déployées par la France dans le cadre de cette sixième assise de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Il s'agit d'une manifestation qu'on peut qualifier, comme l'indiquait tout à l'heure Gabriel Ouansi, qui est la résultante d'une frustration de cette absence d'espace de communication. Le simple fait que M. Ouansi parle sur ce plateau en disant ce qu'il vient de dire, en traitant le président pour oublier les dictateurs, balaie tout à fait ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que voilà l'espace de communication qui vous est offert, que vous ne pouvez pas trouver dans d'autres pays en Afrique. Ou de ce que vous venez de dire, là, en sortant d'ici, on vous aurait arrêté dans un pays de dictature. Reconnaissez quand même ce qui est réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une liberté de parole au Cameroun. On n'a pas besoin d'aller dans le maquis pour dire des choses. Les journalistes, nous tous, on suit. Le ton que nous employons pour parler du Cameroun, sur nos plateaux de télévision, dans nos journaux, dans nos radios. Écoutez des radios le soir, l'antenne libre, où il n'y a pas de préenregistrement, où les personnes s'expriment, vous trouverez ça nulle part, ou très peu dans très peu de pays en Afrique. Donc cessez de dire que dans le Cameroun, on ne parle pas. Certes, il y a dans tous les pays du monde, on ne pourrait pas laisser les gens marcher tous les jours. Parce que vous marchez, vous créez du tort aux autres. Lorsque les gilets jaunes sont partis marcher, il y a eu des casses, on a arrêté, on a mis en prison. Parce que votre liberté doit pouvoir s'arrêter là où commence celle des autres. L'expression n'est pas forcément une expression brutale et violente. Ces enfants, ces soi-disant Camerounais, parce qu'ils ne le sont même pas, beaucoup ne sont pas Camerounais, qui vont insulter le président de la République, qui vont dire des choses qui sont contraires. Il y a des pays au monde où une sorte d'insulte au président de la République vous amène à la potence. Il y en a. Donc je veux dire qu'il y a des moments, il y a des trucs d'expression. Si la base veut créer un parti politique, ils peuvent créer un parti politique. Envoyer, venir parler dans le plateau, venir soutenir leur position à travers les écrits, dans les journaux et autres. Mais pas venir chaque fois dire qu'on donne l'impression que Cameroun, c'est un pays où personne ne vit bien, où vraiment c'est la dictature totale. Où... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La preuve, c'est que vous parlez là maintenant. Nous toujours parlons en toute liberté. Même moi qui suis du RDPC, il y a des choses que je dis ici qui ne sont pas forcément en faveur du RDPC. Parce que j'estime que nous sommes Camerounais, nous devons tous... Si vous permettez, pendant qu'on négocie la double nationalité, il voilà provoque... Donc, tout à l'heure, vous vous êtes demandé pourquoi ils sont en train même à mettre en place la décentralisation. Pourquoi traîne-t-on à prendre certaines décisions? Moi, je suis membre du comité de suivi de l'investissement public. Je peux vous dire, les maires sont là, ils vont peut-être travailler sur moi, mais on s'est rendu compte que parfois les maires ne font pas du travail, même l'argent qu'on leur affecte. Vous pouvez imaginer qu'à la fin d'un mandat du Parlement, parfois 6 mois, on se rend compte que les bons de commande, c'est-à-dire les marchés publics qu'on fait de moins de 5 millions, restent dans les tiroirs des maires, alors qu'il ne faut pas passer par l'appel d'offres. Cet argent aurait servi à acheter un table-banc, aurait servi à faire un certain nombre de choses en faveur des populations. Les maires qui demandent la décentralisation aujourd'hui, qui demandent qu'on leur donne 30 milliards, je ne sais pas combien de milliards pour gérer, ne parviennent pas à gérer le peu qu'on leur donne. Voilà l'une des raisons qui peuvent entraîner, qu'on puisse traîner, qui peuvent amener le pouvoir public à traîner dans la mise en place de la décentralisation. De la même manière, lorsque vous voulez demander la double nationalité, et que vous commencez à insulter celui qui doit vous donner la double nationalité, vous pouvez l'empêcher d'aller travailler pour l'intérêt des Camerounais. Parce que lorsqu'on va discuter pour la médecine, pour les soins, vous oubliez, tout à l'heure vous avez évoqué l'OCDA, mais vous avez oublié l'insuffisance rénale. Ou ici, lorsqu'on vous disait que vous aviez une insuffisance rénale, c'était une condamnation à mort
Parce qu'une séance d'hémodialyse coûtait 60 000 francs. Il fallait faire 2 ou 3 par semaine. Aujourd'hui, vous avez 5 000 francs à dépenser pour l'hémodialyse. C'est quand même des faits qui sont réels, qu'on ne peut pas nier. Et comment faire pour obtenir cela? C'est parce que le président de la République, il se présente en diplomate, en VRP, il va dans les pays discuter de cela. Maintenant, lorsque vous empêchez d'aller discuter de cela, essayez de négocier pour avoir ce bien-là, pour le bonheur du Camerounais. Vous rendez service au Cameroun? Moi, je crois que non. Je dis, il y a des choses qu'on reproche dans notre pays. Tout à l'heure, on l'a dit. Monsieur Maboya, pour arriver chez lui, c'est compliqué. Moi, depuis 2 mois, c'est pas vraiment difficile d'arriver chez moi en Dôme parce qu'il y a des problèmes de route. Mais si ces problèmes se règlent, on les règle et on doit pouvoir les régler dans la paix. C'est pas besoin de venir donner l'impression que le Cameroun c'est un enfer et qu'on doit pouvoir humilier la plus haute autorité. Parce que demain, si le président Biya n'est pas là et que ce soit quelqu'un d'autre, disons, le président, celui dont on a vu les photos, brandi par les gars de la base, devient président de la République. Si on leur fait la même chose, vous verrez qu'ils seront les premiers à se plaindre. Très bien. Voilà. Monsieur le maire, sur cette question relative à cette conférence du côté de Lyon, où les éléments de la brigade anti-Sardina ont été mis en déroute, souhaitaient manifester de nouveau pour des revendications que tout le monde a du mal aujourd'hui à comprendre. Vous, comment vous avez apprécié cette manifestation devant l'immeuble siège ou l'hôtel du président de la République? Je vais d'abord féliciter le gouvernement français qui a pris les dispositions pour arrêter cette dérive que je condamne largement. Mais il y a une chose que nous devons savoir, nous les Camerounais. Nous tous, nous devons le savoir. Le débat des présidentielles est clos. Nous avons un président de la République qui est Paul Biya, qui a été élu démocratiquement. Bon, il n'y a plus lieu aujourd'hui de dire n'importe quoi. Et lorsque un pays a un président, comme cela se passe partout, nous devons respecter ce président parce que en respectant le président, c'est notre pays qu'on respecte. Celui qui ne respecte pas le président ne respecte même pas son pays. Celui-là n'a même pas le droit de revendiquer une certaine nationalité de ce pays. Donc moi, ce que je pense, c'est que la plupart des gens qui sont en Europe, ils ont des problèmes personnels. J'ai suivi dans les réseaux sociaux quelqu'un l'autre jour que lui disait qu'il a marché à pied jusqu'en France. Peut-être c'est la vérité. Donc, ils ont des problèmes là-bas. Mais ces problèmes ne manquent pas de leur pays. Et lorsque ils manifestent comme le font, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent leur propre famille. Ils détruisent le pays. Parce que, moi, si tu viens chez moi faire le désordre, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que tu rentres chez toi. Et lorsque maintenant, le problème des visas va être compliqué, qui va perdre? Parce que ceux-là qui manifestent, d'eux-mêmes, ils auront besoin que leurs enfants, leur famille les retrouvent là-bas. Après, on va leur dire, bon, quand vous venez ici, vous les Camerounais, c'est pour faire le désordre. On ne peut plus vous recevoir. Peut-être c'est ce qui va arriver. Et ça ne sera que logique. Bon. Donc, c'est une action vraiment qui n'a pas de sens. Très bien. D'autant plus que, attendez que je chute. Allez-y. D'autant plus que le président, lors du grand débat, a fait honneur à la diaspora. Il y avait un atelier qui s'appelait Diaspora, où tout le monde pouvait dire, intervenir comme il voulait. Ils ont sorti leur rapport qui est chez le Premier ministre et que le président va examiner. Je crois que monsieur le maire Maboula, il a commencé à dévoiler les termes. Bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Donc quand on vous fait honneur à ce niveau et que vous venez détruire un pays parce que qu'ils sachent que ce qu'ils font, ce n'est pas
Ce n'est pas le président Paul Biya qui détruit, mais c'est nous, même nous les Camerounais. Parce que quand le président va là-bas, c'est pour apporter les fonds qui vont traiter les Camerounais contre la tuberculose et le paludisme, qui est pratiquement gratuit au Cameroun aujourd'hui en termes de traitement de 0 à 5 ans. Ouais. Donc, Entièrement quand subventionné. ils vont perturber quelqu'un qui travaille, vraiment, moi je trouve que ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont partis faire en Europe. Ce qu'ils devraient faire, c'est de le soutenir et pour que le pays avance. On va évacuer quelques réactions avant de prendre la dernière dorsale de cette émission ce dimanche. Public manifestation is impossible in Cameroon, which a fundamental right of the peoples. I will encourage those in the diaspora to continue manifesting in any situation where a member of the government or the president of the republic find himself up for the country. For how long are you going to be suffering in silence? C'est Njoga de Bweya qui nous a écrit ce message qui contraste avec la pédagogie sur les institutions évoquées tout à l'heure par le maire Omamos de Ngok Mapoubi. Bonjour LTM, pourquoi l'arrestation d'un participant du grand dialogue venu de la diaspora? Il a été convoqué. C'est Mengot, la légende, qui nous a écrit ce message. Mengot, je ne sais pas qui a été interpellé dans cette commission-là. On l'a libéré. Oui, déjà. Mais il est déjà libre. Oui, il est libre. Donc, rassurez-vous, il a été relâché. Bonjour, le RDPC ne doit pas prendre des Camerounais comme... écoutez, respectons-nous un tout petit peu. En 36 ans de la décentralisation n'a pas été mise en place. C'est maintenant que vous voulez le faire. Moi, je préfère les régions fédérées Ainsi, la crise finira. En plus de cela, le sida, la tuberculose, les moustiques, les moustiquaires se gâtent dans les magasins, dans les hôpitaux, l'argent du sida, la tuberculose détournée. Au lieu de la santé, c'est le décès des Camerounais que le régime a installé. Ce message n'a pas été signé par le téléspectateur. On va, sans transition aucune, prendre la dernière thématique ce dimanche. L'on a frôlé le pied à Saint-Mélima. C'est dans le département du Djaïlobo, région du Sud Cameroun. On parle, la presse évoquait des affrontements entre des autochtones et des allogènes au sujet du décès d'un conducteur de motocycle à titre onéreux. Version des faits balayée d'un revers de la main par le préfet du Djaïlobo qui a restitué la situation réelle sur le terrain, rappelant que l'ordre était revenu dans son unité administrative. Dans la foulée, le gouverneur de la région du sud du Cameroun a convoqué une assise intercommunautaire dans le sud Cameroun. Jacques Maboula Bweya, c'était un sujet suffisamment important. La presse évoquait cette semaine des scènes de guerre civile pour reprendre la une du journal le Messager. Est-ce que, en toile de fond, ce qu'on a vécu à Saint-Mélima n'est pas la preuve que le vivre ensemble est en péril au Cameroun? Écoutez, le vivre ensemble est menacé par une politique de gouvernance qui est axée essentiellement sur la soumission et l'infantilisation des masses. Parce que dans notre pays, on aurait dû faire du travail une valeur. Le travail, à lieu et place du travail, on a mis le chômage pour fidéliser les masses. Aujourd'hui, les jeunes chômeurs sont devenus des adultes chômeurs, voire des grands-pères chômeurs. Et ils en veulent à ceux qui ont la capacité de se débrouiller parce qu'ils ont ça dans leur génétique, dans leur culture. Et donc, il faut changer ce paradigme-là. Il faut remettre le travail au cœur de la République. Il faut remettre la création des richesses comme priorité nationale. Parce que des hommes ne peuvent pas rester dans leur localité, voir comment le bois est pillé, les terres sont spoliées, et elles groupissent ces populations dans la misère, la précarité, et se dire qu'on est dans une république juste. Et comme on aime à le dire, la république c'est l'égalité de chance, c'est Jacques Chirac qui le disait toujours. La république c'est l'égalité de chance, mais vous ne pouvez pas parler d'égalité de chance dans un contexte où le destin d'un intellectuel c'est le Ben Skin, parce que les politiques n'ont pas été capables de créer de l'emploi. Vous ne pouvez pas parler d'égalité de chance dans un contexte où le seul avenir qui plane à l'horizon pour toutes les familles aujourd'hui, c'est un passeport et un visa. Vous ne pouvez pas parler d'égalité de chance quand
tous les Camerounais, qu'on le veuille ou non, qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition, sont convaincus qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je peux le dire en tant que maire. En tant que maire, je vois chaque jour des femmes rentrer les larmes aux yeux avec des bassines de manioc pour écraser. Et parfois, il n'y a pas l'énergie pour écraser. Elles sont obligées de retourner à la terre comme il y a 50, 60 ans en arrière. Comment voulez-vous que, dans cette frustration intérieure, ces mamans qui jonchent des troncs d'arbres sur plusieurs kilomètres pour revenir avec du manioc, juste pour pouvoir nourrir des enfants et payer l'école, voire acheter des cachets de comprimés pour sauver un enfant du paludisme, puisque nous en parlions, se retrouvent en train d'être fiers de voir que des gens se fassent des milliards sur ces ressources ancestrales que sont le bois, que sont les terres, et restent indifférentes. Je crois que quand on a parlé de décentralisation, ce n'était pas simplement un slogan politique, c'était une action à mettre en œuvre. Les gars de Saint-Melima n'ont peut-être pas raison d'en vouloir à leurs frères de l'Ouest ou du Sud, ou du Noun, pardon, de l'Ouest en général, si on peut dire. Ils devraient se poser une seule question. Que font ceux qui nous ont donné un sens dans cette République en nous envoyant à l'école, en voyant que nous sortons des écoles avec des diplômes, des masters, des doctorats, et que nous finissions par devenir que des chômeurs, des benskinners? Non. La richesse d'un politique, c'est des actifs. Plus vous avez des travailleurs, plus vous avez de productifs, plus la richesse de la nation se multiplie. Pourquoi ces hommes n'ont pas compris cela? Parce que la réalité de Saint-Melima, elle est latente partout dans ce pays. Il suffit juste d'une étincelle pour que ça prenne feu. Et je vous dis encore, nous savons, il y a quelques instants, il y a quelques années en arrière, on a vu des débrouillards de la République s'en prendre à des Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils vendaient en détail. Le Chinois ne faisait que faire son commerce, mais ils ont estimé que cela c'était leur moyen de survie. Mais pour la simple raison que l'État n'a pas pu réguler les secteurs d'activité. C'est pour dire quoi? Nous sommes dans une situation où on va se réveiller un matin, chaque communauté aura pris la bâchette pour régler le compte à une autre communauté parce qu'elle n'arrive plus à tenir le bout. Et c'est pour cela qu'il faut décentraliser et maintenant, pas à la vitesse de 100 millions, pas à la vitesse, contrairement à ce que disait Maître Biliga. Je peux vous donner des statistiques. La plupart des projets qui ne marchent pas dans la République du Cameroun, c'est les projets à gestion centrale. Tous ces projets se réalisent sur 5-10 ans, voire sont détournés. C'est pour ça qu'on demande la décentralisation. Vous avez de nombreux projets comme ça qui plantent l'économie du Cameroun. Je ne vous parlerai pas des tracteurs qui sont dans la forêt. Je ne vous parlerai pas de tous ces sommes d'argent qui sont confisquées par quelques individus. Donc je dis, la décentralisation permet au chef de l'État d'avoir un tableau de bord de la gouvernance de son pays et de pouvoir décider objectivement. Très bien. Gabriel, comment le SDF a vécu la scène de Saint-Melima? Il faut dire que ce qui s'est passé... Est-ce que nous sommes en plein dans la haine tribale déjà? Ce qui s'est passé à Saint-Melima, il faut avouer, c'est la résultante de ce qu'on appelle généralement l'esprit tribal qu'on est en train de... que les politiques de bas étage sont en train de vouloir inculquer en réalité au sein des populations qui ne sont pas suffisamment malheureusement formées politiquement. Parce que des jeunes politiquement formés comprennent bien que le tribalisme n'a aucune raison d'être dans la communauté. J'ai vu des élites aller en pleine réunion convoquée par le gouverneur soutenir des thèses telles que la moto doit être faite désormais uniquement par les autochtones. Oui. C'est-à-dire que voilà le type de métier qu'une élite peut penser pour ses petits frères du village. C'est décevant et c'est très regrettable. Vraiment, la seule réponse à ça, moi je le dis encore, on doit faire très attention parce que s'il faut partir avec ce genre de comportement tribal, ce genre de levée de bouclier, ça peut emporter et brûler tout le Cameroun. Donc, il est de la responsabilité du politique et de la responsabilité même de tout le secteur éducatif d'éduquer souvent les jeunes sur cette notion de tribalisme. Oui, en réalité. Aoudo Baskiro, vous êtes originaire de la partie septentrionale du Cameroun, bien établi dans
la métropole économique du pays. Vous connaissez Douala comme votre propre maison. Cette affaire de Saint-Mélima aujourd'hui vous inquiète? Oui, bon, si vous me le réalisez, vous voyez mieux que moi. Parce que si déjà, Douala, je suis né à Douala. Oui. Si je vois comment Douala, les gens qui viennent d'étrangers, pour moi c'est un étranger, qui viennent des Stèles Nord, qui viennent de l'Ouest, qui viennent du Tchad ou des Centrafricains, comment est-ce qu'on porte à Douala? Je m'attendais à ce que tout ça devait arriver. Parce qu'aujourd'hui à Douala, je peux vous dire que avant au Cameroun, si je parle, excusez-moi d'avoir parlé au Cameroun, avant pour avoir un visa, pour sortir du Cameroun, c'est un problème. On te demande, tu vas où? Tu vas en France. Pourquoi faire? Tu vas à l'école? Non. Pour faire quelles affaires? Tu as combien en compte? Il faut montrer. Mais aujourd'hui, un visa, c'est le matin, visa, tu es en Europe. Et devant tout le monde, on le laisse partir. Et là, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que les pays, c'est vide. Et puis les étrangers viennent nous envahir. Si par moi, étranger, des mots, c'est pas parler. Mais si je suis né à Lebel, c'est mon village. Bon, maman, parce qu'elle est née ici. Le père, parce qu'elle est né ici. Bon, ça, c'est mon village. Mais des fois, je me lève, je vois devant moi des étrangers. Et quelle solution? La solution, c'est demander au gouvernement. Là, au gouvernement, ils vont donner. Moi, je n'ai pas de solution. C'est que respecter au moins les gens qui sont dans les régions. D'accord, les autochtones. Il faut respecter les autochtones. Maître Joseph-Claude Biliga, il est de toute évidence clair que la scène, quoique maîtrisée, de Saint-Mélima, on salue d'ailleurs au passage le préfet de département de Djaïl Lobo et les forces de maintien de l'ordre qui ont rapidement ramené la sérénité dans ce département-là. Mais il n'y a que dans le fond, il y a une question, celle finalement de prérogative entre autochtones et allogènes. Est-ce que ce n'est pas là le problème de fond? Est-ce qu'en consacrant à travers notre constitution ce terme autochtone, le Cameroun n'a pas mis de l'huile sur le feu? Première chose, si on se focalise seulement sur le problème qui a eu lieu à Saint-Mélima, on fausse le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a eu cela dans Saint-Mélima, quelques mois, ils étaient à Obala. Tout à fait. On a eu cela également entre les Bamoun et les Bamleke, ça ne fait pas très longtemps, dans le nom. Et à Douala, on l'a eu, à Douala, à Nebel, lorsque les gars de Nebel, du quartier Aoussa sont venus à Nebel-Bassa. Vous voyez bien. Donc le problème, dans le cas de Douala par exemple, qui est autochtone, qui n'est pas, est-ce que les gars de Nebel-Bassa sont plus autochtones que les gars de Nebel, Aoussa, etc. Non. Le problème réel, c'est le problème de la tribalité, ou du tribalisme au Cameroun. Et je l'ai eu à le dire plusieurs fois. Chaque fois qu'on parle on nous montre des images des Chinois qui tapent les Camerounais ou les Noirs en Chine, ou bien des Blancs qui font du tribalisme. J'ai toujours eu à dire que j'ai plus peur du tribalisme, moi, que du racisme. J'ai la chance de voyager beaucoup à l'étranger. Je n'ai jamais été confronté d'une manière vraiment marginale à un racisme. Mais je vis le tribalisme tous les jours ici. Il existe ce tribalisme tous les jours à travers la création de nos associations, des LACAM, je sais pas quoi là, les Babasambo, Baptiste, etc. Ces associations sont des associations tribales. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'État a essayé de combattre cela en disant que lorsque vous allez faire une déclaration au niveau de la préfecture, on nous regarde sur les personnes qui composent au bureau, on regarde l'objet de l'association, et qu'est-ce que les gens font? Ils transforment l'association en association culturelle. Même si c'est une association vraiment tribale où il n'y a rien de culture là-dedans, on s'arrange pour ne pas, qu'on ne refuse pas d'accorder l'autorisation, on met association culturelle, etc., etc. Donc je dis, nous avons la tribu, elle là, et elle continue à prendre beaucoup plus de l'ampleur. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que les autochtones n'ont pas les droits? Moi, je dis que les autochtones doivent avoir les droits. Je suis de ceux qui pensent. Parfois, on m'a souvent tapé sur les doigts lorsque je dis que nous sommes Camerounais, nous sommes tous partout chez nous, mais il ne faut pas avouer, il ne faut pas nier qu'il y a des personnes qui sont nées, qui ont leur cordon ombilical quelque part, et que lorsqu'ils meurent, c'est là-bas qu'on les enterre. D'autres qui sont Camerounais, qui sont venus ailleurs, lorsqu'on meurt, qui meurent, quelle que soit la distance qui existe, qui est entre là où ils sont nés, ou là où ils sont d'origine, on les prend, on les amène là-bas. Moi, je suis né à Douala, mais chaque fois qu'on me dit, je leur dis, je suis originaire de Ndom, ou de Loriaga, mais je suis né à Douala. Lorsque je meurs dans mon village, on va m'amener. Ça, c'est clair. C'est maintenant mon caveau. Donc, je veux dire que pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a un problème, que les autochtones ont des droits qu'on doit respecter.
Donc le fait de dire qu'on en parle dans la Constitution, dans tous les pays du monde, il y a toujours un équilibre, ce qu'on appelle des équilibres dont on doit tenir compte. Prendre un exemple banal. Lorsqu'on regarde, par exemple, au niveau du football, etc., la FIFA, si la FIFA avait un bureau constitué exclusivement des Blancs ou des Européens, ça créerait un problème. On est obligé de tenir compte du fait qu'il y a des Africains, on leur donne des postes, on donne ça comme pas de l'équilibre. Donc je dis, les autochtones ne doivent pas pouvoir considérer leurs frères comme étant des endogènes, comme des ennemis, comme des étrangers. Non, ce sont nos frères. Mais nous devons pouvoir essayer de mener une cohabitation sans privilégier la tribu. Parce que c'est le fait de mettre en exergue une tribu au détriment de l'autre qui crée ces haines. Monsieur le maire de Ngop-Mapoubi, nous sommes dans le département du Nion, c'est dans la région du centre. Prenons peut-être le cas d'école de votre municipalité où il y a une mosaïque de tribus qui cohabitent en parfaite harmonie. Question simple, comment on fait pour consolider l'unité et le vivre ensemble au Cameroun, puisqu'il s'agit finalement de cela en réalité? Bon, je vais d'abord vous dire que dans le Nion Ekele, et plus précisément à Boumiébel, quand vous arrivez à Boumiébel, 60% de la population, ils sont des allogènes. Ils ont des terrains. Ils sont même plus riches que les autochtones. Quand vous arrivez à Ezeka, il y a un quartier qu'on appelle quartier Ndjomo. Bon, vous comprenez bien. C'est-à-dire un secteur où les gens de l'Ouest, ils ont pris beaucoup de terrain. Bon, mais... Il y a un quartier à Oussa aussi. Il y a un quartier à Oussa, à Ezeka, à Edea. Merci, merci maître. Bon, cela montre la capacité que chez nous, nous avons capable d'accepter les autres. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'ailleurs, un Bassa a la possibilité de trouver même 10 mètres carrés, qu'on va lui donner? Nous, on donne chez nous. Moi, je suis Bassa, comme maître a dit, nous acceptons les autres. Mais il faut que les autres apprennent aussi à accepter nous autres. Ce n'est pas seulement cela. Bon, maintenant, il y a un problème crucial au Cameroun qui se développe depuis quelques années, pas plusieurs années, quelques 2 à 3 ans. Et cette année encore, c'est grave. C'est ce problème de tribalisme. Nous avons dit que nous allons dire la vérité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un combat qui se passe entre les Boulous et les Bamileke. Soyons clairs. Dans les réseaux sociaux où je me trouve avec beaucoup de gens, moi, on m'envoie toujours ces messages de tribalisme, de destruction, de haine. Vraiment, ça me fait mal. Très, très mal. Et faisons attention. Parce que ce qui est arrivé dans d'autres pays, Rwanda, c'était des problèmes de tribalisme. Si nous ne pouvons pas nous retenir et diriger les gens pour qu'il y ait la paix, un jour, ça va déclencher très, très, très mal. J'ai l'impression que mes amis, je les ai dit que je serai au plateau aujourd'hui, qui m'envoient toujours des messages dans les réseaux, des messages de haine, des peuples, dans les réseaux sociaux. Moi, je vais leur dire qu'ils arrêtent. Vraiment, ça ne sert pas nos populations. Je disais à Yaoundé l'autre jour dans une émission que les gens pensent que c'est la guerre qui résout les problèmes. La guerre ne résout rien. La guerre ne fait que nous rentrer en arrière. Parce que ce n'est pas la solution. Donc, nous devons travailler pour qu'il y ait la paix. Et quand il y a la guerre, ce n'est pas pour les autres, hein, c'est pour tout le monde. Même vous-même, vous n'allez plus faire des émissions chez vous. Peut-être votre studio même ne va plus exister. Donc, quand quelqu'un apporte un message de haine, celui-là vraiment, il faut l'arrêter parce qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Quelle solution, Jacques Maboula, pour un dernier tour de table, quelle solution pour stopper la haine tribale? Vous aviez évoqué l'urgence quand même d'une décentralisation accélérée et effective qui peut résoudre des problèmes sociaux des populations. Mais quelle solution? Parce que les réseaux sociaux s'en mêlent beaucoup également ces derniers temps.
je le dis et je le dirai toujours, la République, c'est l'égalité de chance. Et quand on a échoué de rétablir cette vérité historique en tant que politique, il faille se réveiller pour dire qu'il faut rétablir cela. L'accès à l'emploi. Le tribalisme commence quand la rareté s'installe. Il y a quelques années en arrière, vous veniez à Douala, vous n'aviez pas de problème d'installation. C'était avec joie qu'on vous accueillait. Pour la simple raison que l'abondance était la croissance démographique aidant, l'État ayant omis de jouer son rôle de régulateur, a exposé certaines couches fragiles et a fait en sorte que maintenant, les gens soient obligés de se défendre pour exister. Et l'État doit rejouer son rôle régalien, c'est-à-dire protéger les faibles par des institutions et faire en sorte que le minimum républicain soit réservé à ceux qui ont des handicaps. L'handicapé, l'invalide doit avoir les mêmes chances dans la nation que le valide. Pour la simple raison que si on ne fait pas cette protection, le valide va tout prendre pendant que l'handicapé n'a rien. Et la République, c'est cela. Mettre de garde-fous pour éviter qu'on en arrive au manquement extrême. Et aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, c'est commencer par rétablir des fondements de la justice sociale qui part de la commune. La commune qui est un conglomérat de villages, mais aussi de résidents. Raison pour laquelle à l'Alliance républicaine, nous proposons une chose simple. Un conseil municipal, c'est la voix d'expression de chaque village, plus un pourcentage de résidents, 20% de résidents, pour défendre les intérêts de cette localité. Parce que au cœur d'une commune et au cœur de certains villages, vous avez des lieux sacrés, vous avez des lieux à protéger, des territoires à défendre. Vous avez aussi des patrimoines à transmettre, vous avez des cultures à préserver. Donc toutes ces valeurs-là, la République doit les protéger. Il est important donc aujourd'hui que pour en sortir, on ne soit plus dans une République de la consommation et de la dépense publique, mais nous entrons dans la République de la production et de la création de richesses. Et c'est celle-là qui génère le travail et la croissance économique. Gabriel, comment on évite le tribalisme au Cameroun? Oui. Déjà, le tribalisme naît en réalité des hommes politiques pernicieux et faibles. Le véritable remède pour soigner le tribalisme, je l'ai dit ici, c'est la formation politique. Parce qu'une personne formée politiquement est vaccinée contre les dérives tribalistes. C'est-à-dire que, je vais vous prendre, tout à l'heure j'ai parlé d'un député, Ndiaye Olebo, qui, bon, pour résumer, en quoi est-ce que, je vais faire une figure très simple, chaque personne doit pouvoir découvrir en réalité son caractère de classe. Quand vous découvrez votre caractère de classe, le discours tribal ne peut plus passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paysan du Ndiaye Olebo découvre en réalité qu'il n'a rien de différent du paysan de je sais pas où, de Bouddha. Oui, ils découvrent en réalité ils ont les mêmes souffrances, et ils ont plutôt intérêt à se mettre ensemble pour faire évoluer leur situation. Parce que l'élite du Ndiaye Olebo, en réalité, ne partage pas son plat avec ce paysan du Ndiaye Olebo. Cette élite ne partage son plat avec Nya Difendi, qui est de l'Ouest. Ils sont en réalité dans une structure de classe. Quand un citoyen comprend le caractère de classe, la société peut évoluer aisément. Et la République, bien sûr, doit sauvegarder tout simplement son principe d'égalité de chance. Aoudou Bassirou, sur la même question, vous avez connu quasiment les deux présidents, le président Aïdio et l'actuel chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. Comment on vivait à cette époque-là? Comment on faisait pour vivre ensemble, en frères? Je vais un peu parler des présidents Aïdio, mais c'est qu'on a passé du temps, Oui. mais si nous autant d'Aïdio, il n'y avait pas de lacan, il n'y avait pas de gondo, il n'y avait pas de tout ce que je vois là dehors. Tantôt il y a les lacams, il y a le gondo, Le regroupement non, il n'y avait pas ça. culturel et tout Il ça. avait carrément appuyé ça, il n'y avait pas. Je me rappelle quand j'étais jeune, en 1973 ou 14, j'étais à Gao, j'avais peut-être 17-18 ans. Il y avait un vie encore, qui est Laurent Isso.
on l'avait affecté à Garoua. Il y avait un problème entre Bélan Mbappé et un monsieur éminent de Garoua, un poté de président, il vit encore. On l'a fait mettre en prison, qui est Bélan Mbappé. Et ça a fait du bruit à Garoua, on était jeunes. Les mêmes jours, le lendemain, on a enlevé Bélan Mbappé. On croyait qu'on allait punir. On l'a envoyé comme chancelier à l'université de Yaoundé. Et on a mis Laurent Issou. Les gens ne comprenaient pas. Je lui ai dit non, parce qu'il mérite. Parce qu'il y avait un problème avec un Bassa à Garoua. Le Bassa est né à Garoua, ils sont en 37. Nous, on a trouvé qu'il était là. Mais pourquoi il fait ça? Il dit non, parce que c'était un Camerounais, il a sa maison à Garoua, c'était un nordiste. Et pourtant, il est Bassa. Très bien. On va donc sortir avec vous, Maître Joseph-Claude Biliga. Tout à l'heure, Wansi parlait de la formation politique. Est-ce que cette formation politique est suffisante? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes de retard dans l'assimilation de notre culture? Pas de la culture, moi je pense plutôt de civisme en réalité. Ça nous a manqué, ça nous manque l'éducation civique. De comprendre que, contrairement à ce que dit le maire Maboula, ce n'est pas une question d'argent. Parce que les messages que reçoit monsieur le maire de Oum viennent des élites. Tout à fait. Les messages de haine que nous lisons entre les tribus ne viennent pas forcément des plus pauvres. C'est des élites. Donc qui n'ont pas un problème de nourriture. Mais qui pensent qu'en mettant la tribu derrière elles, ces élites, elles vont gagner peut-être de pouvoir, elles seront imposantes. Non. Essayons-nous tous aujourd'hui de comprendre que nous sommes Camerounais. Et c'est important ce message. Que savoir que nous sommes Camerounais, et que nous avons les droits et les devoirs vis-à-vis de notre société, vis-à-vis de notre pays. Le problème du tribalisme n'est pas un problème forcément alimentaire. Je mets un bémol en disant, on peut le retrouver un peu partout. On le retrouve partout. Les conflits, on les retrouve dans d'autres pays également. Récemment, c'était au Tchad, où il y a eu des conflits graves, il y a eu des morts au Tchad entre les sédentaires, les bergers et les agriculteurs. On en trouve également même chez nous. Récemment, à Bawok, c'est-à-dire dans l'arrondissement de Santa, il y a eu, il y a quelques années, les Bawok et les originaires, appelons ça ainsi, parce que les Bawok sont des Camerounais qui sont venus du Ndé, qui sont retrouvés à l'intérieur de Santa, qui se considèrent comme étant les autochtones de Santa, mais il y a parfois des conflits entre eux et ceux qui se considèrent comme étant les véritables autochtones du coin. Les conflits ne manquent pas. Mais nous ne devons pas les attiser. Nous devons plutôt tous considérer que nous sommes des Camerounais et les combattre. Il faut les combattre à travers l'éducation. Pour les journalistes, vous avez ce rôle. Nous, les parents, avons le rôle vis-à-vis de nos enfants. Pour leur dire, un Bamléké n'est pas ton ennemi, c'est ton frère. Un Aoussa, et parfois, et je dis, moi je suis un peu pour l'optimisme, pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui en train d'arriver à un stade où les mariages interethniques. Tout à l'heure, je parlais du bilinguisme où les Camerounais, elles n'ont pas fait la maternelle en anglais, en français. À un moment donné, il ne sera ni francophone ni anglophone. Il sera les deux. De la même manière, nous marions nos enfants aux personnes d'autres tribus. Nous créons un autre Cameroun. Parce que le jour où j'apprends que mon fils ou ma fille, peut-être qui est parti en mariage sur un frère, sur un enfant de Fumban, qui a un problème là-bas à Fumban, je me sens concerné. D'accord. Michel Meramos, on va sortir avec vous. Ce sera un mot. Peut-être que vous réagirez au propos d'un des téléspectateurs qui dit qu'on ne peut pas parler de vivre ensemble quand quelqu'un mange seul. Et il veut qu'on vive ensemble. Le manger seul a pris le dessus sur le vivre ensemble au Cameroun. C'est votre avis également? C'est un message de Thomas depuis Qatar. Ce que je voudrais dire, c'est que pour trouver des solutions aux dérives à ces problèmes de tribalisme, il faut d'abord considérer les valeurs. D'accord. Parce que même dans nos propres familles, vous voyez, nous avons des difficultés. Ça commence même à la base. Hein? Et vous allez voir qu'on dit que toi, tu es Bikok, toi, tu es Babimbi, tu ne dois pas. Il y a d'abord ça. Et la deuxième chose maintenant, c'est qu'il faut une redistribution des fruits de la croissance. Des fruits de la croissance. Et comment cela doit se faire? Cela doit se faire par la décentralisation. Je reviens là. Parce que moi, je suis maire. Et quand vous prenez le journal des projets, vous allez voir certaines communes qui ont des projets de l'ordre de 1 milliard, alors que la commune de Gormapoumi n'a même pas 200 millions.
Ça, C'est un problème. c'est un problème. Maintenant, le ministre de la décentralisation, le Mindevel, il a commencé à résoudre ce problème. Parce que je le félicite. Parce que quand il arrive, lui, il injecte 100 millions par commune. Bon, je pense que si aujourd'hui, il y a l'équilibre, qu'on sache que toutes les communes vont avoir tel montant. Si c'est 1 milliard, on donne 1 milliard à tout le monde. Non, c'est pas possible. Non. C'est possible. Il faut tenir compte des populations. Attendez. Non, il faut tenir compte des populations. On peut pas. Comment? Alors, je crois que C'est pas l'équité. ça va commencer C'est pas l'équité. à résoudre le problème. Deuxièmement, La convergence, c'est là où il y a l'argent. Oui, allez-y pour terminer, monsieur le maire. il faut que l'État encourage les jeunes dans l'entrepreneuriat. Tous les jeunes. Et avant-hier, j'étais à une réunion à la délégation régionale de l'agriculture à Yaoundé. Moi, j'ai dit pourquoi, j'ai dit aux délégués, pourquoi les projets agricoles ne sont pas financés dans les communes. Plusieurs fois, nous avons demandé des financements pour les pépinières, les semences. Ces semences, ce n'est pas pour la commune, c'est pour redistribuer aux jeunes, pour que ces jeunes soient occupés. Nous n'avons jamais été financés. Très bien. Et, vous voyez, des projets comme ça viennent rétablir l'équilibre. Parce que quand quelqu'un vous dit il mange seul, effectivement, quand toi tu manges et que quelqu'un te voit manger, ça fait mal, hein? On va sortir de cette émission donc avec cette réaction. Je vais remercier Jacques Maboula Bouya, le maire de la commune de Yabassi et président de l'Alliance républicaine. Merci d'être venu, Jacques Maboula, pour cette émission. Je remercie également Maître Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, conseiller municipal de la commune de Ndom. Il était là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître, bon dimanche et merci d'être venu. Je remercie infiniment Gabriel Ngomsi, qui est donc expert en fiscalité locale. Il représentait le Social-démocratique Front, le parti de la balance, le parti du Tiermani John Frondi. Je voudrais dire merci également à Oudou Bassiro, qui est membre du bureau politique de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès et président du groupement des transporteurs routiers du Cameroun. Merci d'être venu à Oudou Bassiro. Et enfin, je voudrais dire merci à Amos Oum, qui est le maire de la commune de Ngok-Mapoubi. Il est également un cadre de l'Union des populations du Cameroun. Merci de nous avoir suivis ce dimanche. Merci pour vos multiples contributions au débat constructif. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.